Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 38 ans. Et la dernière chose que ma mère m'a jamais donnée, c'est un sac en papier. Pas un emballage cadeau. Pas une boîte enrubannée. Un sac en papier craft de supermarché avec les poignées torsadées et un lien en plastique qui les maintenait fermés. Maître Renard, le notaire de notre famille, un homme qui nous connaissait depuis plus de 20 ans, l'a posé sur son bureau comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde, m'a regardé et a dit « Votre mère vous a laissé ceci ». Ma sœur Sandrine était assise à 50 centimètres de moi en portant les perles de notre mère. Je vous demande de tenir cette image une seconde. Parce que ce moment précis, surréel, presque cinématographique, c'est celui auquel je reviens sans cesse. Le sac sur le bureau, les perles à la gorge de ma sœur, et le visage de Maître Renard, qui ne disait rien et disait pourtant tout. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien dit. J'ai juste pris le sac. Je ne savais pas encore ce qu'il y avait dedans. Je ne savais pas que ce qui ressemblait à une insulte était en réalité l'acte d'amour le plus délibéré que ma mère ait jamais accompli. Je ne savais rien de tout ça. Ce que je savais, c'est qu'il était lourd et qu'il faisait un bruit quand je l'ai soulevé, le froissement doux du papier dans le papier, et que Sandrine me regardait avec une expression qu'elle s'efforçait très fort de garder neutre. C'est là que cette histoire commence. Dans ce bureau de l'étude Renard, rue de la Constitution à Périgueux, avec le radiateur qui cliquetait dans le coin et cette odeur de vieux papier et le poids de ce sac dans mes mains. Mais pour comprendre ce que ça signifiait, il faut que je vous emmène ailleurs, très loin en arrière, jusqu'à une table de cuisine et une femme qui ne savait pas que je la regardais pleurer. Avant que je continue, si vous ressentez déjà quelque chose en écoutant ça, si cette image a touché quelque chose que vous connaissez de près, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Ça peut sembler une petite chose, mais ça compte vraiment pour moi de savoir qui est de l'autre côté. Et likez cette vidéo, ça aide plus que vous ne le savez. Bon, laissez-moi vous ramener au début. Ma mère, Monique Marchand, n'était pas une femme froide. Je veux le dire clairement parce que ce serait facile, et peut-être plus satisfaisant, de vous dire qu'elle l'était. Elle ne l'était pas. Elle était contenue. Il y a une différence, même si l'effet sur un enfant est presque identique. Elle avait grandi dans une famille où l'amour était un arrangement pratique. On tenait la maison, on était là, on ne se plaignait pas. Elle avait apporté cette conception dans notre maison de Périgueux et elle la gérait de la même façon. Le réfrigérateur était toujours plein. Le linge était toujours fait. On avait toujours ce qu'il fallait pour l'école. Et elle disait très rarement qu'elle nous aimait à voix haute. Mon père Bernard est parti quand j'avais 9 ans. Je n'ai plus beaucoup de sentiments là-dessus maintenant. J'en avais autrefois, mais ils se sont tus au fil des années. Ce dont je me souviens le mieux de cette époque, c'est que Monique n'a pas craqué. Elle a juste recalibré, resserré le budget, pris plus d'heures au magasin de tissus où elle travaillait, fait en sorte que rien de visible ne change dans nos vies. Par les seuls critères qu'on lui avait appris, c'était une bonne mère. Mais il y avait une balance dans notre maison. Et depuis aussi loin que je me souvienne, Sandrine et moi étions de chaque côté. Sandrine a 5 ans de plus que moi, ce qui signifie qu'elle a eu mes parents avant que le mariage commence à se fissurer. Elle était plus bruyante, plus exigeante émotionnellement. Le genre d'enfant qui pleurait jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et Monique, qui avait besoin que les pleurs s'arrêtent, avait appris que répondre à Sandrine était efficace. Ça marchait. Et Élise, la tranquille Élise, la facile Élise, Élise qui ne fait jamais d'histoire, pouvait attendre. Je suis devenue la facile. Pas parce que je n'avais pas besoin de choses, mais parce que j'avais appris que le besoin était une gêne.
Alors j'ai simplement arrêté de demander. J'avais 11 ans quand j'ai trouvé ma mère à la table de la cuisine à 2 heures du matin, en train de pleurer devant un tas de factures qu'elle avait étalées, comme si elle essayait de résoudre un puzzle dont elle savait déjà qu'elle ne pourrait pas. Je me suis arrêtée dans l'encadrement de la porte en chaussettes, et j'ai pris une décision en 4 secondes environ. Je me suis assise à côté d'elle. Je n'ai pas demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai rien dit. Je suis restée là jusqu'à ce qu'elle ait fini de pleurer, et elle est retournée se coucher, et le lendemain matin, elle a fait des œufs et n'en a plus jamais parlé. Je pense souvent à ça. Au fait que je savais, à 11 ans, que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas une question, mais une présence. Que j'avais déjà appris à donner sans qu'on me le demande. Je croyais que c'était une vertu. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était simplement qui j'étais. Ce que je n'ai compris que beaucoup plus tard, c'est que ma mère me regardait chaque fois. Si vous avez déjà été la facile, celle dont tout le monde supposait qu'elle allait bien parce qu'elle ne disait jamais le contraire, je crois que vous savez exactement ce que je veux dire. Et je veux vous poser une question maintenant, avant de continuer. Est-ce que quelqu'un dans votre famille vous a déjà fait sentir que votre silence était un cadeau qu'on pouvait continuer à prendre? Que ne pas être exigeante, c'était la même chose qu'aller bien? Dites-le dans les commentaires, parce que je lis chacun d'eux et j'ai l'impression de ne pas être la seule personne dans cette histoire. J'ai obtenu ma licence de gestion à Bordeaux en 4 ans. J'ai travaillé 2 emplois pendant toute cette période, une caisse dans un Leclerc le week-end et des soirées derrière le comptoir d'un bar-tabac du quartier Saint-Michel. J'ai obtenu mon diplôme avec 4 200 € d'économie et la poignée de main de personnes en particulier, parce que ma mère n'est pas venue à la cérémonie. Elle n'était pas malade. Elle ne travaillait pas. Sandrine avait un truc, un événement avec ses enfants, et Monique ne voulait pas conduire seule jusqu'à Bordeaux. Alors elle n'est pas venue. Je l'ai appris d'elle la semaine avant la remise des diplômes, au téléphone. Elle me l'a dit comme elle aurait lu une liste. Je ne pense pas pouvoir venir, Élise. Et j'ai dit « d'accord » et on a parlé d'autre chose et j'ai raccroché et je me suis assise par terre dans mon appartement un moment. Je ne l'ai pas rappelé pour lui dire que ça comptait. Je n'ai pas pleuré d'une façon qui aurait changé quoi que ce soit. Je suis allée seule à ma remise des diplômes, j'ai serré la main d'un doyen que je n'avais jamais rencontré et je me suis conduite dans une brasserie où j'ai pris une crêpe et un café et lu le journal. Je vous avais dit que j'étais la facile. La personne qui est venue, c'était mon amie Valérie Duroc, qui avait fait la route depuis Libourne sans prévenir, qui est apparue à la porte de mon appartement à 7 heures du matin, le jour de la cérémonie, avec un ballon de baudruche de station-service marqué « Félicitations » et un grand café, et qui a passé toute la journée à traiter ma remise de diplôme comme l'occasion qu'elle était. Valérie a été l'une des 3 constantes de ma vie adulte. Elle est le genre de personne qui remarque l'heure qu'il est avant d'annuler, qui se souvient de ce que vous avez mentionné une fois il y a 3 mois, qui arrive avec un ballon de baudruche et n'en fait pas une affaire. Je n'ai pas pleinement compris sa valeur pendant des années. C'est l'une des choses que je regrette le plus. Quand j'ai emménagé à Bordeaux pour le travail, un poste de collaboratrice dans un cabinet d'expertise comptable, Valérie était déjà là. Et pour la première fois de ma vie adulte, j'avais un code postal qui m'appartenait, une routine que personne n'avait conçue pour moi, et assez de distance avec Périgueux pour respirer à un rythme différent. Je veux être claire, je ne fuyais pas. Je courais vers quelque chose. Je n'avais juste pas encore de mots pour ça. Le mot, je crois, c'était le mien. Les appels de Périgueux n'ont pas cessé parce que j'avais déménagé. Ils ont changé de fréquence, comme une station de radio quand on roule assez loin. Toujours audible, mais avec des parasites sous tout le reste. Sandrine appelait pour les grandes occasions, ce qui semble généreux jusqu'à ce qu'on comprenne que ces appels n'étaient jamais vraiment pour prendre des nouvelles. C'étaient des bulletins de situation. Une récitation de ce qu'elle avait, de ce que ses enfants faisaient, de ce à quoi ressemblait la maison depuis qu'ils avaient refait la cuisine. Et quelque part au milieu de tout ça, presque comme une note de bas de page, une mention de notre mère. « Maman a l'air d'aller.
Elle est fatiguée ces derniers temps. Et puis retour à la rénovation de la cuisine. J'appelais Monique directement, une fois par semaine, le dimanche soir. Les appels duraient entre 8 et 14 minutes. Je les avais chronométrés une fois, pas par rancœur, juste par curiosité. On parlait de la météo, de son jardin, de savoir si le pharmacien avait bien préparé son ordonnance cette fois. Elle me demandait comment allait le travail. Je disais bien. Elle disait bien. On raccrochait avec une formule que ni l'une ni l'autre n'avait jamais vraiment examinée. On se rappelle bientôt. C'était notre relation pendant 11 ans, fonctionnelle, régulière, et presque entièrement en surface. Et puis 2 ans avant sa mort, Monique a reçu un diagnostic, une pathologie neurologique dégénérative que ses médecins disaient progresserait lentement, puis vite. Elle ne m'a pas appelé pour me le dire. Elle l'a dit à Sandrine, et Sandrine m'a envoyé un message. Le message disait « Maman a des soucis de santé. Elle gère. Je voulais que tu saches. » Je suis montée le samedi suivant. Je suis restée 3 heures avec ma mère dans le salon, où les meubles n'avaient pas bougé depuis 30 ans. Elle m'a exposé le diagnostic calmement, du même ton qu'elle utilisait pour réciter une liste de courses. Je lui ai demandé ce dont elle avait besoin. Elle a dit qu'elle allait bien. Je lui ai demandé si elle avait peur. Elle m'a regardé un moment, un vrai regard, pas celui de la surface, et elle a dit « J'ai eu peur de pires choses. » Je n'ai pas demandé lesquelles. J'aurais dû. Ce que je ne savais pas, en reprenant la route vers Bordeaux ce samedi soir-là, c'est que Sandrine avait déjà commencé à se positionner. Je l'ai compris progressivement, et je l'ai compris par Valérie, qui avait encore des attaches à Périgueux grâce à sa tante, laquelle fréquentait la même paroisse que 2 amis de Monique. Et ce que Valérie a commencé à me rapporter, prudemment, parce que Valérie n'est pas quelqu'un qui colporte, elle me disait ça parce qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir. C'était une version de moi que je ne reconnaissais pas. D'après le récit qui se construisait à Périgueux, j'étais partie. Tout simplement partie. Déménagée et disparue, appelant à peine, ne revenant jamais sauf quand ça m'arrangeait. Monique déclinait, et moi je vivais ma vie confortable à Bordeaux sans faire ma part. Sandrine, en revanche, était là chaque semaine. Elle conduisait Monique à ses rendez-vous. Elle l'accompagnait chez le neurologue. Elle gérait ses médicaments, son agenda, ses livraisons de courses. Une partie de tout ça était vraie. Sandrine était là, géographiquement plus que moi. Je le savais. Je n'avais jamais prétendu le contraire. Mais ce que le récit omettait, c'est que j'avais proposé, à 3 reprises distinctes, de prendre en charge la coordination médicale, d'être celle qui suivait les rendez-vous et communiquait avec les médecins, parce que c'est le genre de choses pour lequel je suis réellement compétente. Et les 3 fois, Sandrine avait dit qu'elle s'en occupait. J'ai géré, Élise. T'as pas besoin de monter. Je l'avais cru. Je lui avais laissé le terrain. Parce que j'étais encore, à 36 ans, la facile. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que Sandrine avait besoin d'être celle qui gérait. Elle avait besoin des heures visibles. Elle construisait quelque chose, un dossier, un historique, une histoire, et je lui fournissais de la matière sans le savoir. Je veux vous poser une question maintenant, parce que c'est le passage qui continue de me peser d'une façon que je n'ai pas complètement résolue. Est-ce que vous avez déjà confié une responsabilité à quelqu'un et réalisé ensuite qu'il l'avait acceptée non pas pour vous aider, mais pour s'en servir? Pas par amour, mais par stratégie? Je ne vous le demande pas pour dramatiser. Je veux vraiment savoir si vous avez vécu précisément ça, la compréhension que la serviabilité de quelqu'un était en réalité une forme d'appropriation. Dites-le dans les commentaires. Parce que réaliser que je n'étais pas seule là-dedans, c'est une des choses qui m'a le plus aidée. Le déclin de ma mère s'est déroulé comme son médecin l'avait dit, lentement, puis très vite. Les 6 derniers mois, c'était les soins palliatifs. Et j'étais là plus que les récits de Sandrine ne le permettaient, même si je ne l'ai jamais dit publiquement, même si je n'ai jamais corrigé quiconque qui fonctionnait sur sa version des faits.
Je montais la plupart des week-ends. Je m'asseyais avec Monique. On regardait la télévision comme on le fait quand les mots sont devenus trop épuisants. Côte à côte, pas vraiment en train de parler, mais pas sans se parler non plus. Une fois, environ 2 mois avant sa mort, ma mère s'est tournée vers moi pendant une publicité et a dit, complètement à l'improviste, « T'as toujours été celle dont je m'inquiétais pas. » J'ai dit, « Je sais. » Elle a regardé de nouveau l'écran. J'ai rejoué cet échange tellement de fois depuis. « T'as toujours été celle dont je m'inquiétais pas. » Sur le moment, je l'avais entendu comme une confirmation. Voilà, c'était dit. La confession silencieuse que j'avais toujours été la moins importante des deux, la facile, celle qui n'avait pas besoin d'attention parce qu'on supposait qu'elle allait bien. C'était la seule façon que j'avais de l'entendre. J'avais tort sur ce qu'elle voulait dire. Mais je ne le savais pas encore. Monique est morte un mardi de novembre, 6 semaines avant la lecture du testament. Ce n'était pas dramatique. C'était silencieux de la façon qui semble presque injuste, comme si la fin ne correspondait pas au poids de tout ce qui avait précédé. J'étais là, Sandrine était là. On était assises de chaque côté du lit et on ne s'est rien dit, et à un moment, la chambre a changé d'une façon qui n'avait rien à voir avec le son. La suite administrative m'est revenue, parce que Sandrine a dit qu'elle était trop dévastée. Moi aussi j'étais dévastée. Je l'ai fait quand même. J'ai clôturé les comptes. J'ai appelé l'équipe des soins palliatifs pour restituer le matériel. J'ai géré les appels du cabinet médical qui continuaient d'arriver 2 semaines après parce que personne n'avait mis à jour le dossier. J'ai passé 43 minutes en attente avec la mutuelle un mercredi après-midi et je n'en ai parlé à personne. Valérie m'a apporté à dîner 2 fois cette semaine-là. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle s'est juste pointée avec de la nourriture et s'est assise avec moi pendant que je mangeais. Et les 2 fois, elle est partie avant que je devienne silencieuse, d'une façon qui aurait nécessité qu'elle dise quelque chose. Elle me connaissait assez bien pour savoir quand mes silences avaient besoin de compagnie et quand ils avaient besoin d'être laissés tranquilles. C'était les 6 semaines les plus difficiles de ma vie. Pas parce que j'étais anéantie par le deuil, j'étais en deuil, mais pas du genre propre. Je pleurais une relation que j'avais toujours voulu et que je n'avais jamais tout à fait réussi à avoir, ce qui est une autre sorte de perte. Ça ne vient pas par vagues, c'est plus comme une douleur sourde qui n'a pas de nom, qu'on ne peut pas expliquer aux gens quand ils demandent comment on tient, parce que la réponse honnête c'est « je vais bien », et en même temps, quelque chose dont j'avais besoin est absent depuis très longtemps, et maintenant j'ai perdu la chance de l'obtenir. Et je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas grandi dans ma maison. Et puis Maître Renard a appelé. Il a été bref au téléphone, professionnel. Il a dit qu'il y avait un testament et que Sandrine et moi devrions passer à l'étude dès que possible. Il a mentionné, sans inflexion particulière, qu'il avait en sa possession certains éléments qui m'étaient personnellement destinés. Il a dit « éléments » de la façon dont on dit le mot quand on ne veut pas dire « chose ». Je suis montée un jeudi. J'avais mis le pull anthracite que j'enfile toujours quand j'ai besoin de me sentir d'aplomb. J'avais mon bloc-notes dans mon sac. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Ce qui était posé sur le bureau de Maître Renard quand je suis entrée, entre la chemise cartonnée et la lampe à abat-jour vert, c'était un sac en papier kraft avec les poignets torsadés et fermés. Sandrine était déjà là. Elle m'avait précédée de 20 minutes et s'était installée dans le meilleur fauteuil. Et elle portait le collier de perles de notre mère, avec les boucles d'oreilles assorties, qu'elle avait apparemment ramenées chez elle après l'enterrement, sans en parler à personne. Elle m'a souri quand je suis entrée. Un vrai sourire, pas une performance. Et a dit « T'as l'air fatiguée ?» Je me suis assise dans l'autre fauteuil. Maître Renard a ouvert la chemise. Il a lu le testament comme il faisait tout, sans cérémonie, sans chaleur, sans cruauté. Juste les mots, dans l'ordre où ils avaient été écrits. La collection de bijoux allait à Sandrine. 4 pièces, la bague de fiançailles de notre grand-mère,
2 broches en or et un bracelet qui avait appartenu à la propre mère de Monique. Le livret d'épargne, 11 200 €, également à Sandrine. La maison avait déjà été vendue pendant la maladie de Monique, le produit de la vente mentionné dans le document, l'arrangement finalisé avant que tout ça ne devienne nécessaire. Maître Renard l'avait aidé pour ça aussi. Et puis il a marqué une pause. Pas une pause dramatique, pas le genre qui annonce que quelque chose arrive. Juste la pause naturelle d'un homme qui a atteint la fin d'une section et passe à la suivante. Il a tendu la main à côté de son bureau et a posé le sac en papier craft sur la surface entre nous. « Votre mère a laissé ceci pour Élise », a-t-il dit. Le visage de Sandrine a fait quelque chose de rapide et de petit qu'elle croyait que je ne voyais pas. Un resserrement autour des yeux. Un recalibrage. Puis l'expression neutre est revenue et elle a dit, d'une voix qu'elle avait clairement préparée, « C'est tout ?» Maître Renard l'a regardé par-dessus ses lunettes. « C'est tout ce qui figure dans le testament, oui. » Et le sac, c'est des affaires personnelles? Il est au nom d'Élise, a dit Maître Renard. Pas avec méchanceté, juste avec une complétude absolue. J'ai pris le sac. Il était plus lourd qu'il en avait l'air, et il a de nouveau fait ce bruit, le froissement doux du papier dans le papier. Et je l'ai tenu sur mes genoux, et je ne l'ai pas ouvert. Pas là. Pas avec Sandrine à 50 centimètres qui recalibrait derrière son expression neutre. Pas dans cette pièce. On était dehors en moins de 10 minutes. Sandrine a rejoint sa voiture sans dire au revoir. Et j'ai rejoint la mienne, et j'ai posé le sac sur le siège passager, et je l'ai attaché avec la ceinture de sécurité. Ce qui peut sembler bizarre, mais je ne pouvais pas le mettre à l'arrière. Ça me semblait faux de le mettre à l'arrière. J'ai conduit 40 minutes avant de me garer. Il y a une aire sur l'A89, entre Périgueux et Bordeaux, où je me suis arrêtée probablement 30 fois dans ma vie, chaque fois que j'ai fait ce trajet. Il y a une table de pique-nique qui fait face à une ligne d'arbres, et en novembre, les arbres sont nus, et on voit loin dans les bois, et ce n'est pas beau exactement, mais c'est honnête. Tout réduit à ce que c'est vraiment. Je me suis assise à cette table et j'ai ouvert le sac. À l'intérieur, une enveloppe matelassée, cachetée. 3 lettres pliées dans l'écriture de ma mère. Une dans sa graphie appliquée des années normales, 2 dans la version plus tremblée des derniers mois. Et une petite enveloppe cachetée avec mon prénom dessus, et en dessous mon prénom, en lettres qui lui avaient visiblement coûté un effort. Maître Renard a ce qu'il faut. Montre-lui ceci. J'ai mis la petite enveloppe de côté. J'ai pris la première lettre. L'écriture de ma mère, 18 mois auparavant, quand elle pouvait encore tenir un stylo comme elle l'avait toujours tenu. Encre bleue, papier de bloc-notes, la date en haut, elle avait toujours daté ses lettres, même les informelles, une habitude dont je ne lui avais jamais demandé l'origine et que je ne pourrais plus jamais lui demander. Ça commençait ainsi. « Tu as toujours cru que je ne te voyais pas. Je veux que tu saches que je voyais tout. » J'ai relu cette ligne 4 fois avant de pouvoir passer à la suivante. C'est le moment que j'essaie de décrire aux gens depuis et que je n'arrive pas à décrire. Pas parce que les mots manquent, mais parce que les mots ne portent pas le poids de ce que c'est que d'être assise à une table de pique-nique en novembre, 38 ans, à tenir une lettre de sa mère morte qui commence par nommer exactement la chose dont vous avez eu peur toute votre vie, et puis qui la refuse. Je voyais tout. Si cette ligne vous a atteinte, comme elle m'a atteinte quand je l'ai lue, si vous savez ce que c'est d'attendre toute votre vie que quelqu'un dise simplement « je te vois », likez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien et ça compte plus que je ne peux l'expliquer là maintenant. J'ai continué à lire. La lettre expliquait ce que je ne savais pas encore. Pendant 15 ans, tranquillement, sans en parler à personne, Monique avait mis de l'argent de côté sur un compte séparé, ouvert à mon nom uniquement. Pas de grosses sommes, 50 € par-ci, 100 par-là, ce qu'elle pouvait rogner sans que ça se voie. Elle avait vendu l'argenterie de sa propre mère chez un antiquaire de Bergerac sur 2 ans. Elle avait un deuxième compte courant, ouvert dans une banque différente, payé en espèces, dont Laurent n'avait jamais su l'existence, et donc Sandrine non plus.
Les bijoux et l'épargne visible allaient à Sandrine. C'était intentionnel, c'était prévu. Le vrai patrimoine allait à moi. Et Monique écrivait, dans cette encre bleue appliquée, avant que ses mains se mettent à trembler, exactement pourquoi. Sandrine dépensera l'argent et il sera parti. Elle ne le fait pas exprès, mais c'est ainsi. Et Laurent n'a jamais été un endroit sûr pour l'argent. Toi, tu l'utiliseras pour quelque chose de réel. Tu as toujours utilisé les choses pour quelque chose de réel. C'est l'une des choses que j'admire le plus en toi, même si je sais ne l'avoir jamais dit. J'ai posé la lettre sur la table de pique-nique et j'ai regardé la ligne d'arbre un moment. Elle m'avait admirée. Ma mère m'avait discrètement admirée et ne l'avait pas dit pendant 38 ans et avait au lieu de ça placé la preuve dans un sac en papier craft et l'avait laissée pour un mardi de novembre et une aire sur l'A89 et une table de pique-nique face à des arbres nus. Je ne sais pas si j'étais en colère. Je ne sais pas si ce que je ressentais avait même un nom. C'était trop de choses pressées dans le même espace. Le deuil et la vindication et quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Un amour rétroactif. La réalisation que j'avais été aimée depuis le début dans un langage que je n'avais jamais appris à lire. La deuxième lettre était plus courte. Elle parlait du compte. Les chiffres précis, le nom de la banque, un numéro de référence. Et elle se terminait par l'instruction de remettre l'enveloppe cachetée à Maître Renard. La troisième lettre est celle qui m'a entièrement défaite. Elle n'avait pas de préambule. Elle commençait ainsi. Tu avais 11 ans. Tu t'es assise à côté de moi à la table de la cuisine, et tu n'as pas dit un mot, et tu es restée. J'ai pensé à cette nuit presque chaque jour depuis. Ton père venait de partir. Je ne savais pas comment on allait s'en sortir. Et tu t'es assise à côté de moi en chaussettes, et tu es restée jusqu'à ce que j'ai fini de pleurer, et puis tu es retournée te coucher, et tu ne m'as jamais fait expliquer ni honte. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais faite. Je n'ai jamais su comment te le dire. Je te le dis maintenant. Je suis restée longtemps à cette table de pique-nique. Quand je suis finalement remontée en voiture, j'ai appelé Valérie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie et j'ai dit « Elle savait. Depuis le début, elle savait. » Et Valérie, qui ne comprenait pas encore complètement ce que je voulais dire, a dit « Bien sûr qu'elle savait, Élise. » Et d'une façon que je ne saurais pas expliquer, c'était exactement la bonne chose à dire. Elle ne m'a pas demandé d'expliquer, elle l'a juste confirmé. Je suis rentrée à Bordeaux. J'ai posé le sac sur ma table de cuisine. J'ai relu les 3 lettres. Et puis, j'ai ouvert l'enveloppe matelassée. À l'intérieur, il y avait une photographie que je n'avais jamais vue. Moi et ma mère à la table de la cuisine, prise par quelqu'un dont je ne me souviens pas avoir remarqué la présence, quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans. On regarde toutes les deux quelque chose qui se trouve à gauche du cadre. Ma mère a la main sur le dossier de ma chaise. Pas sur mon épaule, sur le dossier de la chaise. De la façon dont on touche quelque chose qu'on veut protéger sans en faire une démonstration. J'ai appelé Maître Renard le lendemain matin. Il m'a dit que la petite enveloppe cachetée que je n'avais pas encore ouverte l'autorisait à me transférer un compte désigné directement, 94 300 €, constitué à mon nom, dans un avenant au testament qui avait été authentifié et dûment enregistré. Il m'a dit que cet avenant n'était pas contestable. Il m'a dit aussi, calmement, que Monique était venue le voir quand son diagnostic était encore récent et qu'elle avait encore toutes ses capacités, et qu'elle avait été très claire et très sereine, et qu'elle lui avait dit qu'elle voulait s'assurer que c'était fait correctement, parce qu'elle n'aurait qu'une seule occasion de le faire. Une seule occasion de le faire. J'ai pensé à ma mère assise en face de Maître Renard, dans ce bureau de la rue de la Constitution, au début de son déclin, quand elle pouvait encore s'y conduire seule, et prenant cet arrangement avec la même précision pratique qu'elle avait appliquée à tout au long de sa vie. Pas sentimentale, pas dramatique, juste, s'assurer que c'était juste. J'ai appelé Sandrine. Elle avait déjà parlé à un avocat à ce moment-là,
un ami de Laurent, ce qui m'a tout dit sur la façon dont les 12 heures précédentes s'étaient passées chez elle. Sa voix était prudente de la façon dont elle l'est quand quelqu'un est éveillé depuis 4 heures du matin à faire des calculs. Elle m'a demandé ce qu'il y avait dans le sac. Je lui ai dit qu'il y avait des lettres personnelles. Elle m'a demandé s'il y avait autre chose. J'ai dit qu'elles étaient privées. Elle a été silencieuse un moment, puis a dit « Je veux juste m'assurer que tout est traité correctement. » C'est le cas, j'ai dit. Maître Renard s'en occupe. Elle a déposé une demande 3 jours plus tard. Son avocat soutenait que l'avenant était invalide pour des raisons de procédure, que Monique n'avait pas eu toutes ses capacités cognitives au moment de la signature. C'était une accusation nette et cruelle, parce que pour l'argumenter, il fallait prétendre que ma mère ne savait pas ce qu'elle faisait au moment précis où elle faisait exactement ce qu'elle avait voulu faire. J'ai appelé Maître Renard. Il a dit « J'espérais qu'elle ne ferait pas ça. Je m'y étais préparée. » Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont Maître Renard connaissait notre famille. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard. Une salle de médiation, pas un tribunal, c'était un litige successoral, pas un procès. J'ai passé ces 3 semaines à faire ce que je fais toujours quand je suis dépassée. J'ai fait des listes. J'ai suivi chaque document dont Maître Renard avait besoin. J'ai reconstruit la chronologie. J'ai appelé l'équipe des soins palliatifs pour obtenir une copie de leur note d'évaluation cognitive. Je n'ai raconté à personne ce qui se passait, à part Valérie. Et Valérie est venue à Bordeaux le week-end avant l'audience, et on a cuisiné et regardé la télévision. Et à aucun moment elle ne m'a dit que tout allait bien se passer. Parce qu'elle me connaît assez bien pour savoir que je trouve cette formule insultante. La veille au soir, je me suis assise à ma table de cuisine avec la photographie, moi et ma mère, et sa main sur le dossier de ma chaise. Et j'ai dit, pas à voix haute, juste de la façon dont on dit les choses aux gens qui ne sont plus là pour les entendre. Je comprends maintenant. J'aurais voulu que tu me le dises. Je suis contente que tu me l'aies dit. Puis j'ai remis la photographie dans le sac, j'ai torsadé les poignets et je suis allée me coucher. La salle de médiation était au 2e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait la moquette propre et le vieux café. Il y avait 4 chaises de chaque côté d'une longue table. Maître Renard était assis à côté de moi. Sandrine était en face avec son avocat, un homme nommé Patrice, qui portait un costume qui en faisait trop et à qui on avait clairement dit que la meilleure stratégie était d'aller vite et fort. Sandrine portait de nouveau le collier de perles. Je ne sais pas pourquoi je reviens sans cesse aux perles. Peut-être parce que c'était la première chose que je voyais chaque fois que je la regardais. Cette revendication visible, cette déclaration préemptive d'héritage portée autour de sa gorge comme une ponctuation. Peut-être parce que j'avais compris, à ce stade, que les perles n'avaient rien à voir avec notre mère. Elles avaient à voir avec l'histoire que Sandrine avait besoin de croire vraie. Patrice a commencé par exposer l'argument procédural. L'avenant avait été signé 14 mois avant la mort de Monique, au début de son déclin, et il avait une lettre d'un médecin généraliste suggérant que des changements cognitifs avaient été observés dès 18 mois auparavant. Ce n'était pas une lettre solide. C'était le genre de document qu'on obtient quand on pose une question de façon à produire une réponse particulière. Maître Renard l'a laissé terminer. Il n'a pas interrompu. Il n'a rien noté. Il a juste écouté avec la patience d'un homme qui tient les bonnes cartes depuis plus d'1 an et n'est pas pressé de les jouer. Puis, il a ouvert sa chemise. 2 attestations médicales, l'une du neurologue de Monique, l'autre du médecin responsable des soins palliatifs au moment de l'admission, confirmant toutes les 2 la pleine capacité cognitive au moment de la signature de l'avenant. Un procès-verbal de notaire. L'avenant lui-même, que Patrice n'avait eu qu'en résumé. Et à l'intérieur de l'avenant, dans les propres termes de Monique, une clause que Maître Renard a lue à voix haute sans commenter. Je prends cette décision en comprenant pleinement ses effets. Je ne suis pas confuse sur ce que je fais, ni sur les raisons pour lesquelles je le fais. Je corrige quelque chose que je n'ai pas eu le courage de corriger quand elle se tenait devant moi. La pièce est restée silencieuse après ça. Patrice a regardé ses papiers. Le regard d'un homme qui recalcule.
Sandrine a regardé la table. La médiatrice. Une femme d'une cinquantaine d'années qui avait l'expression de quelqu'un qui a vu toutes les versions de cette histoire particulière, a noté quelque chose sur son bloc et a dit, sans lever les yeux, « Je ne vois pas de base viable pour contester la capacité. » Patrice a dit quelque chose à propos de vouloir examiner les attestations. La médiatrice a dit qu'il était le bienvenu pour le faire. Maître Renard a refermé sa chemise. La demande a été classée en moins d'1 heure. Dans le parking, après, Sandrine m'a rattrapée avant que j'atteigne ma voiture. Elle ne pleurait pas. Elle avait l'air de quelqu'un dont la performance a manqué de piste, pas brisée, juste vide. Comme une pièce après que tout le monde est parti. Elle a dit, elle aurait pu juste me dire. Je l'ai regardée. Et j'ai pensé à tout ce que je savais maintenant. Aux 15 ans de dépôt de 50 €, à l'argenterie vendue discrètement à Bergerac, à ma mère assise en face de Maître Renard avec les mains jointes, et son diagnostic récent, et son esprit encore clair, et ses intentions complètement, irrévocablement les siennes. J'ai pensé à Sandrine qui conduisait jusqu'à Périgueux chaque semaine, et qui comptait ses heures, et qui croyait sincèrement que la proximité était la même chose qu'être vue. J'ai dit, elle aurait pu nous dire beaucoup de choses, à toutes les deux. Sandrine m'a regardé un moment, puis elle a hoché la tête, très légèrement, pas en signe d'accord, exactement, mais de la façon dont on hoche la tête quand on n'a plus d'arguments, et que ce qui reste, c'est juste la vérité posée là entre deux personnes sans nulle part où aller. Elle est allée à sa voiture. Je suis allée à la mienne. Je ne me sentais pas victorieuse. Je veux être claire là-dessus. Je me sentais fatiguée d'une façon qui allait jusqu'au fond, et sous la fatigue, il y avait quelque chose qui commençait à se déposer. Pas la paix, pas encore, mais le début du sol qui redevient solide. Le sentiment de quelque chose d'irrésolu depuis très longtemps qui arrive enfin à sa dernière phrase. Les semaines qui ont suivi l'audience se sont passées tranquillement. Je n'ai rien eu à faire. Je veux souligner ça. Je n'ai pas passé d'appel. Je n'ai pas corrigé de récit. Je n'ai rien dit à personne à Périgueux de ce qui s'était passé dans cette salle de médiation. Je suis juste rentrée à Bordeaux, j'ai repris le travail, et j'ai laissé les choses être ce qu'elles étaient. Ce que j'ai appris, par Valérie, par sa tante, par le lent mais total transfert d'informations d'une petite communauté, c'est que Sandrine et Laurent avaient mis la maison en vente. Le crédit contracté sur la plus-value espérée de la rénovation était devenu ingérable. Les travaux qui devaient augmenter la valeur du bien avaient, de l'estimation de 3 agences immobilières différentes, coûté bien plus que ce qu'ils avaient rapporté. Ils déménageaient dans quelque chose de plus petit, près des parents de Laurent. Je n'en ai parlé à personne. Je ne me suis pas dit intérieurement que je l'avais bien dit. Parce que quand Valérie me l'a appris, ce que j'ai ressenti n'était pas de la satisfaction. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à de la tristesse. La reconnaissance que Sandrine avait tout misé sur une histoire qui ne pouvait pas porter son poids, et que l'histoire avait toujours été le problème, pas l'argent. Les amies de Monique à la paroisse, 2 femmes nommées Brigitte et Laurette qu'il avait connues pendant 30 ans et qui fonctionnaient sur la version des faits de Sandrine depuis au moins 2 ans, m'ont appelée séparément dans la même semaine. Brigitte a appelé la première. Elle a dit qu'elle avait entendu des choses qu'elle regrettait d'avoir dites et qu'elle espérait que je savais que ma mère avait parlé de moi avec quelque chose que Brigitte a décrit, après une pause, comme une fierté tranquille. Elle l'a dit comme si elle m'offrait quelque chose qu'elle aurait dû offrir plus tôt. Je l'ai remerciée, sincèrement. Laurette a appelé 3 jours plus tard et a dit moins, juste qu'elle était désolée de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, et qu'elle se souvenait que Monique mentionnait, plus d'une fois, que j'étais celle qui gérait les choses. Elle le disait comme si c'était la meilleure chose qu'on puisse dire de quelqu'un, m'a dit Laurette. Je crois que je n'avais pas compris ça avant récemment. Ces 2 appels n'ont rien réparé, mais ils ont compté. Pas parce que j'avais besoin de la vindication. J'avais les lettres, j'avais la photographie, j'avais l'avenant dans les propres mots de Monique. Je n'avais pas besoin qu'on me dise que j'avais été aimée.
Je le savais maintenant. Ils ont compté parce que c'étaient des gens qui choisissaient, tard et imparfaitement, d'être exacts. Et j'ai appris à recevoir les gestes imparfaits sans les rejeter. Je n'ai pas appelé Sandrine. Sandrine ne m'a pas appelée. Ce n'est pas une blessure que j'entretiens. C'est un silence que j'ai accepté comme la forme actuelle des choses. Peut-être que ça change, peut-être pas. Je n'attends pas qu'il se résolve dans un sens particulier. 3 mois après l'audience, je me suis assise à ma table de cuisine un dimanche soir. Le même créneau où j'appelais Monique, le moment de la semaine qui s'était tu et était resté tu. Et j'ai ouvert mon bloc-notes. Mais pas pour faire une liste. J'ai écrit une lettre à ma mère. Je lui ai dit que je comprenais la table de la cuisine maintenant. Je lui ai dit que je comprenais le sac, le compte, les 15 ans de dépôt de 50 €, l'argenterie vendue à Bergerac, la clause qu'elle avait fait mettre dans son propre avenant parce qu'elle voulait qu'il soit consigné noir sur blanc qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle m'avait aimé dans le seul langage qu'elle avait, et que le langage était imparfait, mais que l'amour ne l'était pas. Je lui ai parlé de ce que j'allais faire avec une partie de l'argent, une formation continue que je regardais depuis 4 ans et sur laquelle je n'avais jamais appuyé sur le bouton d'inscription parce que je n'arrivais pas à me justifier de dépenser de l'argent pour quelque chose qui était purement pour moi. Je m'étais inscrite la semaine d'avant. Je lui en ai parlé dans la lettre, comme on annonce une nouvelle à quelqu'un qu'on pense que ça va faire plaisir. Je lui ai dit que j'étais désolée de ne pas lui avoir demandé de quoi elle avait peur, cet après-midi dans le salon, quand elle avait dit qu'elle avait eu peur de pires choses. Je lui ai dit que je croyais savoir maintenant ce qu'elle voulait dire. Que la chose dont elle avait le plus eu peur était exactement celle qu'elle avait passé 15 ans à s'assurer tranquillement que ça ne pourrait pas arriver. J'ai signé la lettre de mon prénom. Puis je l'ai pliée, je l'ai mise dans le sac en papier craft et j'ai torsadé les poignets. J'ai gardé le sac sur la table de cuisine un moment. Puis je l'ai déplacé sur l'étagère au-dessus de mon bureau, à côté de la photographie, moi et ma mère, sa main sur le dossier de ma chaise, toutes les deux qui regardons quelque chose que ni l'une ni l'autre ne pouvaient nommer. Valérie est passée le samedi suivant. Elle a vu le sac sur l'étagère et n'a pas posé de questions. Elle a fait du café et j'ai fait des œufs et on s'est assis à la table de la façon dont on s'assoit à des tables ensemble depuis 15 ans et à un moment, elle m'a regardée depuis l'autre côté de la cuisine et a dit « T'es différente ». J'ai dit « Je crois que oui ». Elle a hoché la tête et a regardé son café et a dit « Bien ». C'était tout. C'était toute la conversation. Et c'était exactement suffisant. Les 94 300 € sont dans leur propre compte depuis novembre. J'en ai utilisé 12 000 pour la formation, qui a commencé le mois dernier, que je suis le mardi soir dans une salle qui sent les marqueurs effaçables et où je conduis seule et où je m'assieds au premier rang et sur laquelle personne ne sait rien sauf Valérie. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne l'ai pas expliqué. Je me suis inscrite sous mon nom et je me pointe chaque mardi et je prends des notes sur mon bloc-notes et quand je rentre chez moi, je ressens quelque chose que je suis encore en train d'apprendre à identifier parce que je ne l'ai pas ressenti assez souvent pour avoir un mot tout prêt. Ce que j'arrive le mieux à décrire, c'est ceci. Ça ressemble à être vu par moi-même. Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 38 ans. Et je comprends enfin que le sac en papier n'était pas une insulte. C'était un système de livraison. C'était la façon qu'avait ma mère de dire « Ceci est pour toi seul » et j'ai fait en sorte que personne ne puisse le prendre. Elle avait raison que j'en ferais quelque chose de réel. Elle avait raison sur beaucoup de choses qu'elle n'a jamais dites à voix haute. Je pense à la table de la cuisine à 2 heures du matin. Je pense à m'être assise à côté d'elle en chaussettes et à être restée sans qu'on me le demande et sans dire un mot. Je croyais que je lui donnais quelque chose ce soir-là. Il s'avère qu'elle me regardait et décidait quelque chose. Il s'avère qu'elle a passé les 27 années suivantes à honorer ce qu'elle avait décidé ce soir-là. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'elle soit partie. Avant de vous laisser partir, je veux vous poser une question. Et je le dis sincèrement, pas comme une formalité.
Est-ce que quelqu'un vous a déjà aimé dans un langage que vous n'avez pas su lire avant qu'il soit presque trop tard? Est-ce que quelqu'un vous a déjà protégé discrètement, d'une façon que vous n'avez comprise qu'après avoir cessé d'être en colère assez longtemps pour regarder ce qu'ils avaient réellement fait? Laissez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, et je ne dis pas ça pour remplir l'espace. Je le pense. Si cette histoire vous a accompagné, si quelque chose dedans a touché la partie de vous qui s'est déjà sentie oubliée, sous-estimée ou aimée discrètement d'une façon que vous ne pouviez pas reconnaître, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que ne pas faire d'histoire ne veut pas dire qu'on n'a pas été vu. Parfois, les personnes qui nous voient le plus clairement sont celles qui ne l'ont jamais dit à voix haute. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 38 ans, et je garde un sac en papier craft sur l'étagère au-dessus de mon bureau, comme si c'était la chose la plus importante que je possède. Parce que c'est le cas.